notre invité politique ce matin, c'est Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains ici au Sénat. On est ensemble pendant un petit peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur Retailleau. Bonjour Julien Lécuyer. Bruno Retailleau, un accord a donc été trouvé hier entre sénateurs et députés. Est-ce que c'est le texte que vous vouliez ou c'est un compromis que vous acceptez ? C'est un bon accord. C'est un bon accord. Alors on partait avec un avantage puisque c'était le texte du Sénat. En réalité, le seul texte qui avait été voté était le nôtre. Et les marqueurs auxquels nous tenions plus que tout sont bien sûr désormais inscrits dans le marbre. Je veux dire d'abord toutes les mesures de politique familiale. On a beaucoup parlé de la surcote, mais il y en a d'autres, pour les orphelins notamment handicapés, pour aussi les professions libérales, les 10% de majoration. En plus, c'est aussi le cas, et il a fallu beaucoup batailler, vous savez, pour la création d'un CDI de fin de carrière pour ces seniors à 60 ans qui sont au chômage, pour pouvoir les remettre dans l'emploi. Le gouvernement, dans un premier temps, n'avait pas bien compris notre dispositif. Et là, je pense qu'on est arrivé à lui faire bien comprendre. Les mesures de fraude, on est les seuls à avoir proposé près de 200 millions d'euros quand même d'économies. Elles sont désormais gravées dans le texte. L'usure professionnelle, avec cette capacité à faire partir les gens dès 60 ans lorsqu'ils sont usés, lorsqu'ils sont en incapacité. Parce que si on ne les fait pas partir, ils vont toucher des pensions d'invalidité ou alors ils seront en arrêt de travail. Donc sur les carrières longues, vous êtes heureux du compromis qui a été trouvé entre, on va dire, l'amendement Pradier, comme on l'appelait, sur les carrières longues, l'amendement Marlex? Alors, c'est l'amendement Marlex qu'on a retenu. On ne souhaitait pas avoir l'amendement Pradier parce que ça bouleversait à la fois les règles de notre système, mais surtout, ça bouleversait l'équilibre financier. Il n'y avait plus de recul de l'âge légal, en fait. Il y avait la durée de cotisation. Voilà, notre système, c'est deux critères. C'est à la fois une durée de cotisation, mais aussi c'est une borne d'âge. Et cette borne-là, elle est faite pour ne pas créer des retraités pauvres, parce qu'il y a des mécanismes de surcote. C'est pour ça qu'on n'était pas favorable. Mais on a fait aussi nous-mêmes des compromis, et je sais que mon collègue Olivier Marlex, pour lui, c'était une mesure importante. Ce que j'avais demandé, parce qu'au Sénat, vous n'étiez pas d'accord sur cet amendement Marlex, vous ne l'avez pas voté, le gouvernement n'y était pas favorable non plus, vous avez changé un peu d'avis? On avait fait à mi-chemin, si j'ose dire, le travail, puisqu'on avait adopté la 4e borne d'âge entre 20 et 21 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les années à venir, après 2030, un Français sur 4, pratiquement, partira dans le cadre de ses carrières longues. Donc, encore une fois, je le dis à ceux et celles qui peut-être ont toujours des doutes. Je sais que demander des efforts aux Français, c'est difficile. Si on fait rien, on fait exploser le système des retraites par répartition. Les riches s'en tireront, ils capitalisent. C'est les pauvres qui paieront, qui trinqueront. Deuxième chose, en 2030, nous serons de tous les pays européens, mais alors là, de très très loin, le pays d'Europe où on partira le plus tôt en retraite, où on aura notamment le régime de carrière longue le plus avantageux et aussi un des très très bons régimes pour l'usure professionnelle et pour la pénibilité. Ça veut dire qu'il faudra une autre réforme ? Non, ça veut dire que déjà, 2030, on a cette réforme, elle est très équilibrée. Et très franchement, et vous savez, j'ai souvent critiqué le gouvernement et Emmanuel Macron à ce micro, je pense qu'on aboutit à une réforme qui comporte des avancées, notamment sociales, notamment pour l'usure professionnelle et aussi, par exemple, pour les travailleurs handicapés, bien sûr. Donc ça, il faut en prendre acte. Maintenant, on sait parfaitement qu'on va avoir un choc démographique énorme, puisque c'est plus le baby-boom, c'est le papy-boom, qu'on va multiplier les départs en retraite à l'avenir, et que le régime par répartition, je pense pour ma part, dans l'avenir devra être complété par un régime solidaire pour qu'on embarque tout le monde, et notamment les plus modestes, par capitalisation. Et si ce système est équilibré, ou en tout cas le compromis a été trouvé, à quoi sert la clause de revoyure en 2027 ? Ça, c'était les députés qui y tenaient beaucoup pour faire un point, pour savoir si, dans les dispositifs, il ne pouvait pas être, par exemple, ajouté telle ou telle mesure. C'est beaucoup plus une mesure conservatoire, une mesure de précaution. C'est pas une manière d'anticiper un futur débat pour la présidentielle ? Non, je vais vous dire, mais vous avez raison, Julien Lécuyer. Évidemment que, la vraie clause de revoyure, c'est l'élection présidentielle, bien évidemment. Oui. Mais les députés étaient attachés à ce point-là. Et moi, j'ai essayé aussi de dire à René-Paul Savary, je veux saluer René-Paul, Catherine Deroche, Elisabeth Doineau, les rapporteurs, la présidente de commission, ils ont fait un boulot fantastique, à tel point que René-Paul a accompagné Olivier Marlex à la réunion de groupe des députés. Ça se fait pas souvent quand même, pour expliquer le dispositif tel qu'il avait été conçu. Il y a eu vraiment un énorme et très beau travail.
Est-ce que l'équilibre financier, il est assuré maintenant que le compromis a été trouvé? Alors justement, dans ce compromis-là, moi j'avais donné comme feuille de route, notamment à René-Paul Savary, de veiller précisément à obtenir un équilibre, puisque le point de départ de la réforme, ce sont des déficits. Le point d'arrivée de la réforme, ça ne pouvait pas être à nouveau des déficits. Et on a dû abandonner, par exemple, des retraites progressives à partir de 60 ans pour la repousser à 62 ans parce que c'était plusieurs centaines de millions d'euros et on ne pouvait pas tout obtenir. Et c'est ça qui compense les carrières longues. Et ça compense notamment les carrières longues. Moi, je regrette que le gouvernement ait écarté d'un revers de main ma proposition sur les régimes spéciaux parce qu'alors là, c'était entre 1 et 2 milliards d'économies de plus. Le gouvernement, on sait qu'au sein de l'Union centriste, vous ne trouviez pas non plus une majorité. C'est paradoxal parce que cet amendement, on le vote tous les ans avec les amis centristes. Et on le vote sous une forme... Juste pour comprendre bien, vous voulez accélérer la suppression des régimes spéciaux. En 2040. En 2040. 64 ans en 2040 et ça commence en 2025. Entre nous, on l'a voté il y a quelques mois et la convergence, c'était pas 2040, c'était 2030. Donc c'était une version encore plus soft. Est-ce que vous allez retravailler sur cette question? Est-ce que vous allez redéposer à un moment peut-être un amendement lors du prochain projet de loi de la sécurité sociale? On va travailler. Je pense qu'on parlait aussi de l'avenir. Moi, je tiens vraiment au régime par répartition. Je tiens au régime par répartition tout simplement parce que c'est le socle de notre pacte social. Et au-delà du niveau des retraites, au-delà de ce que les jeunes doivent pouvoir compter comme vraie retraite demain, ce qui se joue, c'est un lien intergénérationnel. Et vous savez, dans une France qui est archipélisée, qui est morcelée, le régime par répartition, ce lien, il concrétise, il matérialise ce fait-là que nous sommes dépendants des uns des autres. Et je pense que dans une société où l'individualisme de masse fait des ravages, il faut impérativement le garder. Sans doute faudra-t-il le compléter. On l'a d'ailleurs avec les régimes complémentaires à points. Vous savez qu'un régime complémentaire comme l'Agirc-Arrco, c'est un régime à points en réalité, qui complète. On a déjà une fusée à 2 étages. Il faudra voir si, à l'avenir, on n'ajoute pas un étage sur une capitalisation qui permettrait, à tous, d'avoir une meilleure prospérité, de meilleures retraites, y compris pour les plus modestes, à condition que ce soit un régime solidaire, je le dis bien et je le répète, et qui nous permettrait d'avoir des fonds souverains pour développer notre industrie, pour développer les investissements que nous avons à faire en matière de transition écologique. Le Sénat avait voté une réflexion sur l'introduction d'une part de capitalisation. Ça a été retiré hier de l'accord final. Vous le regrettez ? C'est pas le moment, c'est ça ? Non, c'est pas cela du tout. C'est que les députés avaient voté un rapport sur un régime universel à points, et nous, on avait voté un rapport. Donc, c'est ce que j'avais indiqué avec René-Paul et Catherine Roche. On s'en était expliqué. On s'est dit, ou bien il n'y a pas de rapport du tout, ou bien c'est notre rapport. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, maintenir 2 rapports, l'un par capitalisation et l'autre régime universel à points? Ça voulait rien dire. Donc, chacun a fait un pas vers l'autre et on a éliminé les rapports. Ce qui ne va pas nous empêcher de travailler. Il y aura une mission entre la Commission des Finances et le rapporteur général chez nous, Jean-François Husson et Catherine Deroche, la MEX notamment, présidée par René-Paul Savary, une mission pour envisager l'avenir long. Sur le vote à l'Assemblée nationale, oui, ça un peu périlleux. Oui, parce qu'après le Sénat ce matin, où le vote, a priori, ne pose aucun souci, on arrive à l'Assemblée nationale où les comptages sont très périlleux. Alors tout le monde y va de son petit calcul. On est entre 3 et 10 voix d'avance, paraît-il. Mais cela dit, ça ouvre quand même un gros risque pour le gouvernement. Est-ce qu'il a raison d'aller au vote, le gouvernement, là-dessus ? Je pense, moi, que si le gouvernement a des assurances, il faut aller au vote. Et très franchement, il vaudrait mieux un vote qu'un 49-3. Mais il vaudrait mieux aussi un 49-3... Plutôt qu'un rejet, c'est ça que vous voulez dire ? Qu'un rejet. Ouais. Et le gouvernement est devant cette question. C'est du kit ou double. J'avais dit l'autre jour la roulette russe ou bien la grosse Bertha. La grosse Bertha, c'est le 49-3. Roulette russe, voilà, c'est le pari. C'est le pari d'avoir une majorité. Vaudrait mieux effectivement qu'il n'y ait pas de 49-3. Au bout du compte, ce que moi je dis au président de la République et à la chef du gouvernement, l'important c'est que la réforme des retraites passe pour assurer l'avenir. Oui, mais dans l'état actuel du groupe, notamment du groupe Les Républicains à l'Assemblée, on va en parler. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron ce matin ? Je ne suis pas à sa place. D'une part, je ne suis pas à sa place. Aujourd'hui, c'est extrêmement périlleux. Et il me semble que les comptages ne permettent pas de distinguer une marge suffisante pour assurer une victoire du texte à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que les résultats d'être prudent et d'aller au 49-3 ? Non. Est-ce que les résultats de la CMP, on a des bons résultats où les députés ont obtenu aussi un certain nombre de choses, peut en réalité faire basculer des voix contre ou des voix qui s'abstenaient dans des votes positifs ?
C'est possible. Mais ça, je ne peux pas le dire. Moi, je suis président d'un groupe au Sénat et Olivier Marleix et Éric Ciotti seraient mieux à même que moi de vous le dire. Mais encore une fois, je pense que, très franchement, c'est du qui tout double. Ouais. Il ne faut pas que la roulette russe se transforme en roulette belge, comme je le disais. La roulette belge, la roulette russe, c'est voilà, dans un barillet. La roulette belge, c'est le barillet, il a 6 balles sur 6. Donc, ça ressemble à du suicide, vous voyez. On va parler des LR, mais hier soir, Emmanuel Macron a réuni à l'Élysée Elisabeth Borne et les ministres concernés. Il fait planer la menace d'une dissolution en cas de vote perdu. Qu'en dites-vous ? C'est le jeu éternel. C'est un jeu qui consiste à faire pression, à la fois sur sa majorité pour que des Barbara Pompili et quelques autres votent bien la réforme, mais que c'est aussi un gourdin brandi vis-à-vis de LR, en disant attendez, faites très attention. Si vous allez trop loin, vous pouvez vous retrouver devant vos électeurs. Et je pense que la perspective serait inquiétante pour nous. Simplement, je ne crois pas un seul instant qu'il fera une dissolution actuellement, parce que sans doute on pourrait perdre beaucoup, mais je pense que le groupe Renaissance perdrait évidemment aussi. Voilà. Mais vous dites aux députés LR, attention, s'il y a une dissolution, vous allez perdre. Je dis surtout à certains qui ont déclaré, excusez-moi du peu, qui pourraient s'associer à des voix de la NUPES, de LFI, d'extrême gauche ou du Rassemblement national pour voter une motion de censure. Et je vais vous dire, ceux-là, s'ils le faisaient, ils se comporteraient comme les idiots utiles de Mélenchon ou de Marine Le Pen. Ceux-là, ils pourraient être exclus, parce qu'en effet... Olivier Marleix, ou je crois Éric Ciotti, l'un des deux, a dû le déclarer. Mais ce seraient les idiots utiles. Olivier Marleix a dit s'il vote avec le groupe Lyot ou avec les écologistes, qu'il jette chez Lyot. Ce seraient les idiots utiles, je le redis, des Républicains. Ce seraient les idiots utiles de Mélenchon ou de Le Pen. Voilà, c'est tout. Au gouvernement, on dit aussi que si le groupe LR n'est pas en capacité de voter ce projet de réforme, en fait, il prouverait qu'il n'est plus un parti de gouvernement. Vous êtes d'accord ? C'est inquiétant. La séquence a été inquiétante pour nous, bien sûr. Bien sûr. Puisque il y a encore quelques mois, on a fait campagne sur un report de l'âge à 65 ans. Et une fois de plus, on est à 64 ans, avec énormément de mesures d'accompagnement, y compris la réforme que nous avons assumée avec François Fillon, Nicolas Sarkozy en 2010, qui repoussait de 2 ans déjà l'âge de départ, l'âge légal de départ, comportait moins de mesures d'accompagnement. Donc, moi, je suis stupéfait qu'on puisse changer de ligne d'un jour à l'autre. Je crois que la politique, et c'est pour ça que LR a perdu tant de voix, des millions de voix au cours de ces dernières années. Je pense que notre ligne, elle n'est plus lisible. On n'est plus audible. Plus lisible, mais est-ce que justement vous n'accusez pas certains de faire preuve de trop de discrétion ? Laurent Wauquiez ne s'est pas vraiment exprimé. On dit d'ailleurs qu'il ne défend pas du tout le texte en privé. Xavier Bertrand clairement s'est positionné contre cette réforme. Vous regrettez ces positionnements ? J'ai bien vu que les présidentielles s'invitaient à la table de la réforme, déjà. Vous savez, j'ai fait campagne, on s'était croisés dans votre Nord bien-aimé. Avec Marc-Philippe Daubresse, oui, tout à fait. Et très franchement, j'avais dit, attention, faisons en sorte qu'on réfléchisse au présidentiel le moment voulu, mais pas avant les européennes. Il faut se refonder. Il faut vraiment, dans un monde qui bouge énormément, dans une société française qui a beaucoup bougé elle aussi, il faut qu'on réinvente notre logiciel doctrinal, idéologique, politique. Et je vois bien qu'on est toujours dans cette guerre des égos quand même. C'est des gens qui fragilisent. C'est ce qui tue la droite. C'est le peu de goût pour le débat, le peu de goût pour les idées, voilà, et le trop de goût pour le chef, le trop de goût pour l'individu. Mais là, c'est ça, dans la tête d'Aurélien Pradier, pour vous, c'est ça, c'est une question d'ego, une question de chef. Il vise déjà la présidentielle. Très franchement, j'ai renoncé à comprendre. Donc, parler à un anthropologue ou à des gens qui sont plus fins analystes que moi, j'ai renoncé à essayer de comprendre quoi que ce soit. Non, simplement, ce que je veux dire, c'est que la politique, ce doit être une ligne claire. Et quand la politique, c'est des têtes à queue en permanence, c'est plus compréhensible. Et surtout, je pense que la politique, ça ne peut pas être le tout à l'ego, comme je l'avais écrit dans un livre qui s'appelle Refondation. J'imagine que vous avez parlé depuis l'accord en CMP à Olivier Marleix, à Éric Ciotti. Est-ce que vous savez à peu près, maintenant, ce matin, à l'heure où on se parle, combien de députés LR voteront cette réforme ? Je ne vous dirai pas de chiffres. J'ai eu tard hier soir Éric Ciotti. Voilà, en tout cas, les chiffres qu'il m'a donnés hier soir. Mais, comment dirais-je, les conclusions de la commission mixte paritaire n'avaient pas encore suffisamment percolé, peut-être. Les chiffres qu'il m'a donnés hier, comment dirais-je, me laissent penser qu'un vote aujourd'hui, en se passant du 49-3, est un vote très, très, très risqué.
Ça veut dire que personne n'a basculé ou très peu de députés ont basculé malgré l'accord en CMP? C'était sans doute trop tôt puisque c'était juste après la CMP. Mais si ce On est à combien? 2 tiers, 1 tiers? Ou plus? Écoutez, peu importe, mais on est autour de 30 pour. On est autour de 30 pour, entre 30 et 35. Et une vingtaine contre, c'est ça? Et une vingtaine contre. Donc oui, voilà. Donc pour l'instant, les chiffres d'hier soir n'ont pas vraiment bougé. Mais peut-être que dans la nuit, ce matin, à force d'y réfléchir, il peut y avoir quelques voix. Et Éric Ciotti, est-ce qu'il a suffisamment d'autorité sur le groupe Les Républicains? Écoutez, très franchement, on s'est opposés l'un à l'autre. On a fait campagne l'un contre l'autre, si j'ose dire. On était les deux principaux candidats il y a quelques mois. Franchement, moi, j'ai pas une critique à émettre sur le comportement d'Éric. Il a donné une ligne assez courageuse, qui était aussi la mienne. On avait fait campagne d'ailleurs sur cette ligne-là pendant les derniers mois de l'année pour LR. Mais non, franchement, il a fait le job. Il l'a fait, il l'a bien fait, il a mouillé la chemise. Et très franchement, j'aurais aimé que d'autres la mouillent aussi, évidemment, autant que lui. Comme Laurent Wauquiez. Non, mais toutes les grandes voix. Il n'y a pas que Laurent Wauquiez. Je comprends. Il a théorisé. Laurent, il a théorisé une mise à l'écart. Il a théorisé sa propre mise à l'écart du débat national. Donc je comprends qu'il veuille aller jusqu'au bout et que rien ne trouble cette stratégie. Mais sur des questions aussi importantes pour l'avenir du pays, encore une fois, la retraite par répartition, c'est les retraites de demain, notamment des jeunes. C'est aussi plus d'activité, plus de travail dans la machine économique parce qu'on aura un meilleur taux d'emploi, notamment pour les plus âgés. Et puis, c'est le modèle social. C'est ce qui nous lie, c'est ce que nous sommes. C'est un bien commun. C'est ni de droite ni de gauche. Je rappelle que la sécurité sociale, le régime par répartition, il est inventé à la fois par la droite et la gauche. Et notamment, tous les gaullistes devraient s'en féliciter. Un dernier mot, puisque vous nous avez dit ceux qui voteraient une motion de censure devront être exclus. Et ceux qui ne voteraient pas ce texte, pour vous, doivent être exclus. Non, mais attendez, un député, un sénateur, heureusement, il y a une liberté. Et moi, je suis attaché à cette liberté. Il a aussi manqué des voix au groupe LR. Oui, au Sénat. Mais comme sur chaque texte, vraiment sur chaque texte. Et alors là, en plus, vous savez, un mot quand même. Nous qui sommes dans l'opposition, moi qui suis un des principaux fers de lance, si j'ose dire, contre la politique d'Emmanuel Macron, pas depuis hier, mais vraiment depuis l'origine de son premier quinquennat. C'est compliqué quand on est dans l'opposition de porter une réforme aussi difficile parce qu'elle demande des efforts. Vous voyez, il faut aimer son pays, il faut avoir des convictions, il faut se dire qu'on est plus attaché à l'intérêt général qu'à son propre intérêt, c'est ça. Donc je comprends que parfois, il y a une petite évaporation des voix dans l'abstention. Très peu finalement de contre, au Sénat, très peu. 6, très précisément, sur un groupe de 145. L'intersyndicale demande à l'ensemble des députés de ne pas voter cette loi. Qu'en dites-vous ? Ils sont dans leur rôle. Vous n'allez pas voir M. Martinez débarquer sur votre studio, les moustaches relevées pour dire « Attendez, votez la loi ». Non, mais ce serait... Tout le monde serait vous-même, vous seriez sous la table. Oui, alors, c'est pas surprenant, mais est-ce que vous estimez que si la loi est adoptée, alors que ce soit par le vote ou par un 49.3, il serait... normal que les manifestations s'arrêtent? Écoutez, moi ce que j'observe, c'est que, et vous l'avez vu vous-même, vous êtes des observateurs avisés, hier il y a eu moins de grévistes et beaucoup moins de manifestants. Donc on voit bien que le mouvement social s'effiloche. Mais il peut se radicaliser. Alors, il peut se radicaliser, bien sûr, il y a des coupures d'électricité, bien sûr, il y a eu un certain nombre de menées un peu partout en France, mais ça, c'est le fait de minorités. Et je parie sur le fait que les grands syndicats réformistes, une fois que la loi aura acquis la légitimité du vote parlementaire, je pense qu'ils n'auront dès lors qu'il y a la légitimité du vote parlementaire, est-ce que vous ne craignez pas que finalement l'usage du 49.3 ne devienne l'allumette du feu social? Non. L'usage du 49.3, c'est un usage constitutionnel et démocratique. N'oubliez jamais qu'en face du 49.3, les députés ne sont pas démunis. Ils peuvent déposer une motion de censure et renverser le gouvernement. C'est un jeu, là encore, démocratique. Le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte à travers le 49.3, mais les oppositions peuvent se coaliser pour faire chuter le gouvernement. C'est, encore une fois, une balance prévue par notre Constitution. Donc, c'est parfaitement démocratique. Vous avez parlé des coupures d'électricité. Vous en avez été vous-même victime. L'électricité a été coupée à votre domicile. Coupure revendiquée par la CGT Énergie de Vendée, votre département. Vous avez porté plainte ?
Oui, bien sûr, j'ai porté plainte. Je signale d'ailleurs à la CGT qu'il y a un article du Code pénal qui est un article un peu rude, mais je le redis, 433-3, qui dispose que, il y a des lourdes peines qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison, 150 000 € d'amende, quand on veut faire pression, notamment sur un élu, pour qu'il puisse, par intimidation, par chantage, changer son vote ou accomplir un acte dans le cadre de son mandat. On est dedans. Ma petite personne est un détail. J'observe quand même qu'il y a eu des EHPAD qui ont été coupés, des cliniques, il y a eu des écoles, etc. Et surtout, de la part de la CGT Énergie, des choses qui sont vraiment absolument inacceptables. C'est qu'on a réduit la production d'électricité en France. On a dû l'équivalent de plus de 5 réacteurs nucléaires. On a dû importer beaucoup d'électricité avec tout ce que ça a pu coûter. Ce sont des gens qui sont irresponsables, d'autant plus. Je reviens à mes régimes spéciaux, qu'ils bénéficient de régimes spéciaux et que eux seront les seuls Français, les seuls qui ne seront pas impactés par cette réforme. Les seuls. Les privés le seront. Le personnel qui travaille dans le privé, dans la fonction publique aussi. Mais eux, pas de problème. Ils ne le seront pas. Est-ce que les Français trouvent ça normal ? Bien sûr que non, ça n'est pas normal. Ils peuvent venir me couper le courant une fois de plus. Ils ne m'empêcheront pas de dire ce que j'ai à dire. Hier soir sur LCI, Philippe Martinez a justifié cette coupure à votre domicile. Il a dit, je le cite, Bruno Retailleau a été mis en sobriété énergétique pour qu'il se mette à la place des millions de Français qui n'ont pas les moyens de payer l'électricité. C'est juste pour le mettre au niveau du peuple. Que lui répondez-vous ? Je ne connais pas l'avis de M. Martinez. Moi, vous voyez, la maison dont ils ont coupé l'électricité, c'est la maison que mon grand-père... C'est une ferme que le grand-père avait achetée avant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je vis depuis toujours dans un village de 1500 habitants. Voilà. J'y ai créé une école de musique. J'y ai, animé un foyer de jeunes. Je vis, moi, les gens... Moi, j'ai pas de mondanité, vous voyez. Moi, mes camarades, mes copains, c'est avec eux que j'ai usé mes fends de culotte il y a bien longtemps, et ils occupent pas des grandes responsabilités. C'est là que je me ressource. J'y trouve une relation absolue, très très vraie. Ils ont créé un super festival. Je voudrais faire de la publicité pour le festival de poupées. Voilà. On a reçu Joe Cooker, on a reçu les plus grands. Bref, c'est ça, c'est Saint-Malo-du-Bois, c'est 1000 bénévoles, vous voyez. Moi, Donc vous n'avez pas j'en suis très fier, ce sont mes racines, vous voyez, sont mes racines. Et M. Martinez, il n'a pas de leçon à me donner de peuple, justement. Voilà, moi, je me sens bien parmi les miens. Voilà, c'est mes racines, c'est tout. Ils sont souvent agriculteurs, artisans ou ouvriers, mais ce sont mes vrais amis. Une question sur l'énergie, puisque la réforme portée par le gouvernement qui a pour but de fondre l'Institut expert en France de la sûreté nucléaire au sein de l'autorité de sûreté nucléaire a été rejetée en première lecture par l'Assemblée nationale, à 2 voix près, malgré l'apport des voix du Rassemblement national. C'était une bonne chose. Vous l'auriez voté, cette fusion des 2 instances ? Alors, moi, j'y suis plutôt favorable, mais j'observe que le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis d'une façon lamentable. Absolument lamentable. On a, nous, voté un texte et on n'a pas vu arriver cette fusion. Ça n'est pas normal. Une fusion, on le prépare, on fait une étude d'impact, on essaie de préfigurer. Oui, donc vous êtes plutôt d'accord avec Barbara Pompili qui a dit... Je suis d'accord avec Barbara Pompili. Elle a réclamé en effet une étude d'impact. Vous aussi. Ça peut, au moins là-dessus. Oui, moi je suis favorable. Non, parce que je pense qu'elle n'est pas favorable. La différence, c'est qu'elle n'est pas favorable sur le fond. Moi, sur le fond, j'y suis favorable. J'observe simplement que le gouvernement n'a pas pris les précautions nécessaires. On ne fait pas, lorsqu'il s'agit de la sûreté nucléaire française, on n'y va pas dans la précipitation. Voilà, c'est pas du travail. Ça n'est pas professionnel, tout simplement. Et très peu démocratique, dans la mesure où, encore une fois, à la première lecture au Sénat sur ce texte nucléaire, on n'a pas eu l'occasion de traiter ce point-là. Donc il faut soit, aujourd'hui, le gouvernement arrête la procédure accélérée et donc on continue et il y aura des navettes dans chaque chambre pour pouvoir ajuster le tir, ou alors le gouvernement suspend cet amendement-là, prend des précautions, fait une étude d'impact, une étude de préfiguration et nous propose un autre vecteur législatif. Qu'est-ce que vous ferez du coup ? Parce que Agnès Pannier-Runacher, elle en appelle au Sénat lors d'une seconde lecture. Si on a, nous, un certain nombre de précautions, je préconise, moi, un autre vecteur, par exemple, on peut parfaitement le voter parce que sur le fond, encore une fois, en tout cas, à titre personnel, j'y suis. Mais pas lors de la seconde lecture de ce texte, c'est ce que vous dites ?
Non, il faut un autre texte. Non, je ne dis pas ça. Je pense qu'il aurait été mieux d'avoir un texte différent à partir du moment où ils ont loupé le coche de ce premier texte. S'il y a une lecture, par exemple 2 lectures, s'ils abandonnent la procédure accélérée, on peut toujours le voir. Je ne ferme pas la porte. Je ne ferme pas la porte. C'est pas la meilleure des solutions, mais c'est une solution qu'on peut quand même étudier ici au Sénat. Et je sais que Gérard Larcher était intervenu pour justement l'abandon de cette procédure accélérée. Merci beaucoup. Merci Bruno Retailleau d'avoir été notre invité. Merci Julien. La une de La Voix du Nord, je la regarde. La rue mobilisée attend le vote de l'Assemblée. Jour décisif. De votre journal. Merci Julien. Merci Bruno Retailleau. Merci.